Dans Jujutsu Kaisen, il y a un personnage qui crève l'écran. C'est Satoru Gojo, dont le pouvoir est présenté comme étant celui de l'infini. Donc l'intitulé est superbe, mais ça veut dire quoi concrètement ? Parce que oui, bien qu'on voit à peu près les capacités que ça lui donne, avec du recul ça reste compliqué de trouver le lien entre ce qu'il fait et le concept d'infini. Typiquement, des pouvoirs comme la maîtrise du feu ou la super vitesse, même si c'est impossible, ça reste concevable physiquement. Alors que là, maîtriser l'infini, ça appelle à rien de physique. Et c'est normal, parce que son pouvoir à Gojo, il est 100% mathématique. Or justement, ce pouvoir de Gojo, le Limitless, qui lui permet toutes sortes de choses allant d'un simple pouvoir d'attraction à l'annihilation complète d'une zone d'espace, il semble en réalité bien plus profond que ce qu'on pourrait croire. Et ça, c'est pas uniquement mon avis, c'est aussi celui qui est relayé dans ce document officiel publié dans le Jump Summer de 2021. Oui, je vous parle bien de 8 pages d'explications illustrées avec des calculs qui ont pour but de retranscrire la logique scientifique derrière le pouvoir de Satoru Gojo. C'est-à-dire qu'à force d'entendre des refs aux mathématiques dans le manga, les fans voulaient en savoir plus. Voilà pourquoi un beau jour, l'éditeur de Jujutsu Kaisen, lui-même diplômé en géométrie de l'information, a décidé d'inviter 2 autres scientifiques experts en mathématiques afin de discuter et de poser sur le papier toute cette logique sous-jacente à l'œuvre. Bon, le problème c'est que l'article est en full japonais et moi je sais dire que itadakimasu, mais en creusant un peu, j'ai quand même pu trouver des pistes de traduction afin d'en comprendre l'essence. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour expliquer le pouvoir de Gojo, ils ont vraiment poussé la théorie très très loin. Voilà pourquoi je vous propose qu'à la lumière de cet article, de toutes les explications de GG Akutami dans son œuvre, ainsi que de toutes mes recherches personnelles, on tente ensemble de comprendre pourquoi le pouvoir de l'infini de Gojo, en fait, c'est juste des maths. Et si c'est juste des maths, c'est que ces pouvoirs, le rouge, le bleu et le violet, on peut théoriquement les décrire avec des modèles pour mieux les comprendre. Oui, c'est précisément ce qu'on va faire aujourd'hui dans Spéculation. Ce qu'on va donc faire aujourd'hui, c'est expliquer le pouvoir de Gojo avec des équations. Mais tranquille, normalement c'est assez digeste. Après, pour que ça passe mieux, tu peux te préparer un petit shaker pour te poser devant la vidéo. Puisque non, il n'est pas question de canettes, cette vidéo est sponsorisée par Oli. Et oui, j'oppose Oli aux canettes parce que c'est une alternative aux boissons soft habituelles. Une boisson sous forme de poudre qui se dilue dans l'eau, un peu comme un sirop en poudre. D'autant qu'il y a plein de saveurs différentes et moi j'ai kiffé la plupart de celles que j'ai goûtées. Mes préférées étant mangue, passion et pêche bien sûr. Après moi j'utilise surtout la gamme énergie de chez Oli. Typiquement quand je vais me poser à la bibliothèque en début d'après-midi, c'est ça qui remplace un peu mon café, car la New Caf que ça contient a des effets similaires. Enfin je sais pas, en bossant j'ai mon petit shaker à côté là, j'aime bien. C'est vraiment simple comme solution. Tu prends ton récipient, tu mets du Oli dedans, tu remplis à 50 centilitres pour une dose, puis tu shakes ça comme il faut, et voilà, t'as plus qu'à déguster en fait. Je rigole, voilà comment on boit en réalité bien sûr. Donc si toi aussi tu veux du Oli pour bien commencer l'année, par exemple tester le pack découverte avec plein de saveurs de toute leur gamme, c'est le moment pour le faire, parce que les meilleurs codes à utiliser, c'est Gotabor pour 10% sur toutes les commandes et Gotabor 5 pour 5 € sur ta première commande. Toutes les infos sont bien sûr en description. Si on regarde bien, il y a plusieurs références aux mathématiques dans Jujutsu Kaisen, notamment dans le système de pouvoir du manga. Mais comme on va le voir, s'il y a bien un personnage qui fait souvent référence aux maths, c'est Satoru Gojo. Et ce parce que déjà, il incarne un des concepts mathématiques les plus fascinants, celui de l'infini. L'infini est présent partout. Mon exorcisme ne fait que le matérialiser, c'est aussi simple que ça. L'infini, c'est un concept énigmatique. Par exemple, quand il apparaît dans les équations des modèles qui décrivent notre monde, c'est bien souvent qu'on arrive aux limites de ces modèles. Les singularités des trous noirs, c'est des infinis. À l'instant zéro du Big Bang, on a des infinis. Enfin, il semble y avoir beaucoup d'infinis qui cachent des secrets, d'où la nécessité d'apprivoiser ce concept. Et pour ce faire, comme on a du mal à le conceptualiser dans la réalité, historiquement, on l'a surtout abordé par le prisme des mathématiques. C'est quoi ce truc? C'est l'infini. Tu connais Achille et la tortue? Oui, c'est logique de commencer par le paradoxe d'Achille et la tortue de Zénon, parce que datant du 5e siècle avant Jésus-Christ, il incarne bien les premiers questionnements des humains vis-à-vis de l'infini. L'idée de Zénon, c'est tout simplement d'analyser la course entre Achille et une tortue où la tortue démarre avec de l'avance et de discrétiser dans cette course le moment précis où Achille va rattraper la tortue.
C'est-à-dire qu'en prenant par exemple ces paramètres initiaux pour nos coureurs, et bien quand Achille et la tortue ont parcouru ces distances respectives, c'est ce temps qui s'est écoulé. Puis ensuite, en repartant de ces positions de nos coureurs, et bien au cours de la prochaine étape où ils avancent encore un petit peu, c'est cette fois-ci ce temps qui vient s'ajouter à notre total. Et vous comprenez la logique qui se met en place. Si on discrétise indéfiniment le moment où Achille rattrape la tortue, on réalise que le temps continue de s'additionner, à tel point qu'en poursuivant l'exercice, il semble qu'Achille rattrape la tortue après cette somme de petits temps qu'on peut faire aller jusqu'à l'infini, ce qui pour Zénon semblait vouloir dire qu'Achille met un temps infini à rattraper la tortue. Sauf qu'évidemment, nous on sait bien qu'il n'y a pas de paradoxe, puisque cette série ne diverge pas, mais elle converge bien vers la valeur de temps auquel Achille rattrape la tortue. Enfin, Achille et la tortue, qui est le truc le plus mis en avant par Gégé Akutami pour expliquer son personnage, c'est très simpliste, mais c'est pas à négliger. Oui, ses premières réflexions sur l'infini sont historiquement essentielles, puisque c'est elles qui par la suite nous ont mené à étudier des sommes infinies de nombres pour réaliser que certaines convergent vers une valeur sans jamais vraiment l'atteindre. Comme celle-ci qui converge absolument vers 1. Et j'ai pas pris cette série au hasard, puisqu'elle aussi est utilisée par l'auteur pour expliquer l'infini de Gojo dans son manga. Et ce, en se disant que pour qu'un ennemi touche Gojo, faut qu'il l'atteigne. Or, s'il s'approche de 1/2, puis de 1/4, puis de 1/8, etc., on peut décomposer son mouvement en étapes infinies, et on retombe alors sur le paradoxe de la dichotomie de Zénon. Pour faire simple, c'est une convergence de séquences infinies. Bref, à ce stade, on pourrait croire qu'avec ses références au paradoxe de Zénon, Gégé Akutami nous donne des cartes très limitées pour comprendre son pouvoir. Et ça, c'est un peu vrai, mais pas tant que ça, puisque dans ces paradoxes réside l'idée centrale qui sera clé dans toute cette vidéo. Le fait qu'on peut discrétiser l'espace, que la distance qui sépare Gojo de son ennemi, elle est divisible en plusieurs petites zones. Et notre but, ça va donc être à partir de cette idée, de faire apparaître l'infini quelque part par là. J'arrive pas à le toucher. Ma main est comme bloquée. Ça serait ça qu'il appelle l'infini? Ta main n'a pas été bloquée. En réalité, plus elle se rapprochait, plus elle a ralenti. Car oui, si je ne touche pas Gojo d'après ses dires, c'est parce que plus j'essaye de m'approcher de lui, plus ma vitesse est ralentie. Comme s'il existait autour de lui une barrière, une zone, à partir de laquelle les propriétés de l'espace et donc les distances paraissent différentes. Une barrière spatiale qu'on semble d'ailleurs voir physiquement dans l'épisode où Toji la brise grâce à son objet maudit. Si vous préférez, une autre manière de visualiser cet événement, c'est de regarder ce qui se passe au cours du temps lorsque Gojo reçoit une attaque. On voit alors que l'ennemi arrive à vitesse constante dans sa direction, puis qu'une fois la barrière infinie passée, l'attaque ralentit. Elle parcourt beaucoup moins de distance au cours du temps, à tel point qu'à l'infini, la courbe converge vers la position de Gojo sans jamais le toucher. Ça crée une sorte de barrière qui ralentit tout ce qui s'approche de moi, à tel point que plus rien ne peut m'atteindre. Donc mathématiquement, Gojo agit comme une droite asymptote à cette courbe, c'est-à-dire que lorsque l'abscisse t tend vers l'infini, la distance de la courbe à la droite tend vers 0. Enfin, cette manière de voir les choses, que j'ai reprise dans une autre vidéo YouTube, elle est intéressante, mais ça reste abstrait. Ça reste nous qui utilisons l'analyse, donc l'étude des limites de fonctions ou de suites, pour décrire mathématiquement ce qui semble se passer avec Gojo. L'idée maintenant, ça va être de comprendre comment concrètement, Gojo peut déformer l'espace pour obtenir de tels effets. Et pour ce faire, faut comme les mathématiciens du Jump, utiliser un autre pilier des mathématiques, celui de la géométrie. Mais attention, ça va pas être une leçon de géométrie, on va parfois prendre des gros raccourcis. L'idée centrale qu'on a amenée avec la partie précédente, c'est celle de faire un travail sur l'espace qui entoure Gojo, celle de manipuler les règles localement pour permettre des choses similaires à ses pouvoirs. Or, si on prend beaucoup de recul sur notre monde, comment on peut faire pour décrire mathématiquement l'espace qui nous entoure ? Une des manières pour représenter l'espace qui nous entoure, c'est d'utiliser la géométrie, et ce jusqu'à des échelles parfois très locales. Oui, c'est bien de cette simple idée que découle toute la théorie des scientifiques du Jump. Puisque ce que ferait Gojo d'après eux, c'est qu'il t'enfermerait localement dans ses propres règles géométriques. Enfin, c'est très abstrait pour l'instant, mais disons qu'en faisant de la géométrie, Gojo manipule localement les règles de l'espace. Donc naturellement, première question à se poser, c'est quoi l'espace ?
Oui, l'image qu'on en a en tête, c'est un volume vide, une sorte de toile physique où les choses se déplacent. Mais au-delà de ça, l'espace, c'est avant tout une abstraction, un concept mathématique. C'est en quelque sorte un ensemble de points possibles. Et pour que cet espace devienne mesurable, faut qu'on puisse dire ok, de là à là, il y a 2 mètres. Or pour faire ça, ce qu'il nous faut, c'est une métrique. Donc là où l'espace incarne notre terrain de jeu, la métrique, c'est la règle du jeu, la formule qui dit comment mesurer. Typiquement, dans un espace euclidien 2D, pour calculer la distance entre 2 points, la métrique à utiliser, elle est très simple, c'est-à-dire qu'avec Pythagore, je peux facilement calculer cette distance. Mais si maintenant cet espace, ça devient une ville, par exemple New York, et que les 2 points, c'est chez moi et un kebab. Bah oui, dans ce cas, ma distance pour aller au kebab sera légèrement différente, mais c'est pas ça que je veux montrer. Ce que je veux vous montrer, c'est ce qui se passe quand c'est la géométrie elle-même qui change. Donc quand mon kebab, c'est à l'autre bout du monde que je décide d'aller le chercher. Dans ce cas-là, on pourrait alors croire que le chemin le plus court, ma ligne droite, c'est celui-ci. Sauf que non, c'est en réalité celui-là, si on y regarde bien. Et ce, parce que la Terre n'est évidemment pas plane, elle est sphérique, et donc dans cette nouvelle géométrie, c'est bien ça ma ligne droite, mon chemin le plus court, qu'on appelle d'ailleurs une géodésique. Et oui, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'un avion Paris-New York passera par cette ligne plutôt que par l'autre, qui semblait pourtant optimale en géométrie euclidienne. Bref, ce qu'on voit bien ici, c'est que la forme de l'espace, sa géométrie même, influence également la manière dont on mesure les distances. Et si on combine ça à la métrique, on se retrouve avec 2 leviers pour altérer localement les règles du monde. Et ces leviers, c'est exactement ceux que manipule Gojo d'après les scientifiques du Jump. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il changerait la géométrie de son monde afin de localement redéfinir les distances comme bon lui semble. Bon, c'est épique dit comme ça, mais après je suis d'accord, la géométrie sphérique, ça reste un peu simpliste pour avoir des gros impacts sur les distances mesurées. Mais si j'ai commencé par ça, c'est parce que c'est l'exemple utilisé par l'auteur dans les pages bonus du manga sur Gojo. Il y parle bien de projection stéréographique, la technique pour projeter une sphère sur un plan, comme quand on fabrique un planisphère. Enfin l'idée, ça reste de montrer que la manière de définir les distances peut changer selon la géométrie. Et maintenant, pour rendre ces transformations plus spectaculaires, on pourrait introduire une 3e géométrie, la géométrie hyperbolique. Cette géométrie, elle a commencé à être caractérisée au 19e siècle seulement, et l'un des premiers à l'apprivoiser dira à son sujet « À partir du néant, j'ai créé un étrange nouveau monde ». En effet, dans ce type d'espace, les règles changent radicalement et ça peut créer des choses très contre-intuitives. Typiquement, dans la représentation hyperbolique qu'on appelle le disque de points carrés, des points peuvent paraître proches à l'œil nu, alors que selon la métrique hyperbolique, leur distance réelle va tendre vers l'infini à mesure qu'on s'approche du bord du disque. Bon, dit comme ça, les mathématiciens vont m'attraper, mais bref, tout ça pour dire qu'il y a bien plusieurs géométries et donc plusieurs manières de définir les distances. Ceci dit, le problème de toutes ces géométries qu'on a introduites, c'est que ce ne sont que des cas particuliers. Elles sont globalement homogènes, la courbure est la même partout. Partout plate dans ce cas, partout courbée positivement dans celui-là, et partout négativement ici. Or, pour décrire le pouvoir de Gojo, les mathématiciens ont besoin de quelque chose de plus flexible, un cadre plus général qui contient tous ces cas particuliers et où la géométrie peut changer localement d'un point à l'autre. Et ce cadre, c'est précisément celui de la géométrie riemannienne, la notion clé introduite dans le Jump pour modéliser le pouvoir de Gojo grâce aux mathématiques. À la fin de ce segment de vidéo, on aura décrit très précisément ce que sont le pouvoir rouge et le pouvoir bleu. Mais on n'en est pas encore là, puisqu'à ce stade de l'histoire, on en est toujours à faire de la géométrie. Sauf qu'on a quand même avancé. On n'en est plus à dire « mon espace est sphérique » ou « mon espace est hyperbolique ». Non, avec la géométrie riemannienne qu'on vient d'introduire, on ne présuppose plus de forme géométrique globale. On se dit juste que la courbure peut varier d'un point à l'autre et qu'en chaque point, je suis libre d'y faire des calculs pour déterminer des distances, des angles. En gros, la géométrie devient une affaire locale où on s'intéresse à un tissu souple, déformable, et pour décrire ça mathématiquement, on utilise cette formule. Une formule où ds représente un élément infinitésimal de longueur, une toute petite variation locale de longueur selon la métrique qui elle est locale, définie par une matrice GIJ qui dépend du point x, puis les derniers termes dxi, dxj, c'est juste les petites variations de coordonnées.
Enfin, vous allez comprendre, mais pour info, ça c'est juste la définition même d'une métrique riemannienne, et c'est ça qu'utilisent les auteurs dans l'article. Or, il se trouve qu'un espace où la métrique varie localement comme ça, eh bien on appelle ça une variété riemannienne. Et avec ces deux nouveaux mots, on peut synthétiser le cadre mathématique utilisé par les auteurs. Gojo est en fait décrit comme évoluant localement dans une sorte de variété riemannienne, une zone où les règles géométriques sont localement redéfinies. D'une manière ou d'une autre, il agirait sur ces petites distances entre deux points proches pour les étirer ou les compresser, d'où cette idée métaphorique d'une densité de l'espace variable pour reprendre les mots de l'article. Et oui, je suis d'accord, là on est allé très vite, très loin, mais pour comprendre précisément comment son pouvoir est modélisé par les mathématiciens, on va regarder ce schéma. Ce schéma, c'est le cœur même de leur analyse. On va donc le reconstruire ensemble pas à pas. Et bonne nouvelle, la première chose que font les mathématiciens dans leur schéma, c'est qu'ils simplifient. Donc oui, on commence par oublier l'espace 3D. Il y a juste l'axe X, puis Gojo et son adversaire à deux positions distinctes. L'idée, c'est de montrer que dans un espace euclidien classique, où tous les dx valent la même chose, la distance entre les deux serait juste la longueur L. C'est logique et facile, il est donc temps de corser un peu ça en introduisant la métrique avec le deuxième schéma juste en dessous. Un schéma où on voit cette courbe tracée qui n'est en fait qu'une simple fonction 1 sur x. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans une géométrie riemannienne, dx c'est le déplacement en coordonnées, mais on mesure avec ds, la longueur que renvoie la métrique. Ce qui, dans notre exemple simplifié à une dimension, est très grossièrement défini par les auteurs avec cette expression. Et maintenant, le choix de la fonction 1 sur x pour g, c'est encore une simplification pour comprendre, parce que cette forme pour la variété définie par Gojo, elle aurait bien l'effet escompté. C'est-à-dire qu'avec ça, un certain dx proche de Gojo correspond bien à un grand ds, alors que loin de lui, on ne retrouve plus cet effet. Autrement dit, la métrique amplifie bien les distances près de Gojo, et en particulier, cette fonction explose bien vers l'infini près de lui. Après, c'est quand même bizarre comme choix parce que du coup, c'est comme si on avait une métrique qui était pas définie en 0. Mais on n'est plus à ça près niveau rigueur. Bon, jusqu'ici ça va encore, mais maintenant dans le schéma, on voit aussi ces petits segments le long de la courbe avec marqué ds égale 1. Ça veut dire quoi ? C'est juste une autre astuce de visualisation, c'est-à-dire qu'on découpe le chemin en morceaux de longueur géométrique fixe ds égale 1, ce qui nous permet de réaliser que près de Gojo, un segment de longueur ds égale 1 correspond bien à un tout petit dx, alors que loin de Gojo, ça correspond à un grand dx. Enfin après ça reste que le schéma, il y a aussi du texte dans l'article, qui est en japonais comme je l'ai dit, et globalement si on le traduit, on retrouve les mêmes idées. Par exemple, tu peux courir 10 mètres et avoir l'impression de n'avoir avancé que de 1, ou encore, peu importe le temps qui passe, tu ne l'atteindras jamais. Bref, on voit bien comment ceci permet de décrire mathématiquement le pouvoir passif de Gojo, son limitless. Mais jusqu'ici, on a illustré ça avec une simple fonction 1 sur x, sauf qu'en réalité, c'était qu'un premier exemple pour faire comprendre le truc, parce que comme on le voit avec ces formules complexes à gauche du schéma, les auteurs vont bien plus loin, peut-être même trop loin, à vous de me dire, parce que normalement, la première ligne écrite ici, vous la reconnaissez. Oui, c'est bien la formule générale de la métrique riemannienne qui nous dit comment calculer nos ds, sauf qu'en y regardant de plus près, voici comment ils définissent GIJ. Son expression semble dépendre d'une fonction k, qui elle-même est définie avec une exponentielle. Et bonne nouvelle, cette expression j'ai retrouvé ce que c'était. C'est exactement celle d'une fonction noyau, plus spécifiquement la fonction RBF kernel, qui a bien précisément la même forme que celle de l'article. Enfin là, on va prendre une petite respiration, parce que c'est très complexe, mais disons qu'un kernel, c'est une fonction qui peut servir à mesurer la ressemblance entre différents points. Typiquement, ça peut servir à mapper des données dans une dimension supérieure pour mieux les distinguer. Et c'est pas évident à interpréter parce qu'en introduisant ça, on change carrément de domaine des mathématiques, mais ce que j'en comprends, c'est qu'en introduisant ce type de gaussienne, les auteurs illustrent comment on pourrait modéliser une déformation très locale de l'espace autour de Gojo. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez même vous arrêter sur cette manière de voir les choses qui a été discutée avec la chaîne Tomate. D'ailleurs, pour en savoir plus sur la géométrie, notamment la géométrie hyperbolique, je vous conseille vraiment sa chaîne qui m'a bien aidé à comprendre. Bon, on va arriver au pouvoir rouge et bleu, et je pense que sur le chemin, on n'a jamais autant spéculé, surtout que j'ai pas fait de maths depuis la prépa et que je parle pas un mot de japonais, mais bref, malgré tout, voilà une synthèse de ce que ferait Gojo en termes purement mathématiques.
Il construit une métrique locale qui peut être modélisée par un kernel, ce qui lui permet de contrôler les distances entre deux points proches et donc de déformer l'espace de manière très locale. Oui, je pense que jamais tous ces mots n'ont été prononcés dans la même phrase. Mais bref, pour en revenir à Jujutsu Kaisen, on peut quand même souligner que c'est avec cette idée de manipulation infinitésimale que le deuxième pouvoir de Gojo prend tout son sens. Parce que oui, pour manipuler l'espace dans une zone aussi ciblée, faut un contrôle ultra fin. Or, on nous le dit clairement dans le manga, si Gojo maîtrise l'infini, c'est grâce au Limitless, mais s'il le maîtrise à une maille si fine, c'est grâce au sixième œil, son deuxième pouvoir. Et d'ailleurs, dans cette case, on voit bien que ça parle de contrôler l'espace, comme on l'a décrit nous. Enfin, ce serait donc la combinaison de ces deux attributs qui lui donne ce contrôle extrême, cette espèce de résolution infinie de l'espace. Ok, j'ai pas trop insisté là-dessus, mais ce schéma, s'il devait représenter un pouvoir de Gojo, ce serait bien son pouvoir défensif, son limitless passif. Mais malgré tout, les auteurs disent bien que la logique établie ici, elle est déclinable aux autres fameux pouvoirs rouge et bleu de Gojo, deux pouvoirs qu'on va donc eux aussi décrire dès maintenant. Sort originel! Bleu! Le bleu, le sort d'attraction, c'est donc la même logique que présentée ici, mais appliquée à un point spécifique. En fait, Gojo matérialiserait un point autour duquel il comprime la métrique. Ainsi, autour de ce point, toutes les distances géométriques se comprimeraient d'un coup, ce qui était à 10 mètres physiques se retrouverait alors subitement à 1 mètre, selon la métrique de Gojo. Résultat, tu te retrouves brusquement beaucoup plus proche du point bleu que tu ne le pensais. Tout ce qui est autour est aspiré vers le centre. Sort inversé. Rouge. Le rouge, c'est la répulsion, donc c'est l'inverse. Cette fois, Gojo crée un point autour duquel l'espace se dilate localement. Donc avec ce pouvoir schématisé dans l'article, et bien proche du point rouge, DS devient énorme par rapport à DX. En gros, ce qui était à 1 mètre physique vaut brusquement 10 mètres selon la métrique de Gojo. Résultat, tu te retrouves brusquement beaucoup plus loin du point rouge que tu ne le pensais. Tout ce qui est autour est repoussé violemment. Et enfin, il y a le violet. Mais avant d'y venir, juste une petite parenthèse. Jusqu'ici, on vient de décrire le pouvoir de Gojo avec des maths, mais ces maths, elles décrivent une déformation de l'espace, un truc physique. Donc forcément, ça peut soulever une question. Est-ce que le pouvoir de Gojo, c'est pas juste de la relativité générale? Parce que oui, la géométrie riemannienne, c'est exactement le langage qu'Einstein a utilisé pour écrire sa théorie, qui est en grande partie géométrique entre guillemets. Donc on serait bien tenté de dire que là où la masse déforme l'espace-temps dans notre monde, pour Gojo, c'est l'énergie occulte qui déforme l'espace. Mais non, on ne va pas s'aventurer sur la physique de Satoru Gojo. Surtout que c'est même pas la démarche de l'article, qui lui se contente bien de voir comment les maths modernes peuvent servir de langage pour décrire le pouvoir de Gojo. Après, si vous avez des théories brillantes là-dessus, vraiment je vous laisse les formuler en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Sur ce, revenons-en au violet. Voilà comment ils abordent le problème du violet dans le Jump. Enfin bref, vous comprenez bien que mon cerveau n'a plus de RAM disponible à ce stade et que pour interpréter le violet, je vais plutôt partir sur une explication métaphysique. Équation imaginaire. Violet. Le violet, c'est la somme du bleu et du rouge, donc en quelque sorte la combinaison de deux infinis. Or en mathématiques, la somme de ces deux infinis n'a pas de sens, on appelle ça une forme indéterminée. Le violet serait alors littéralement la frontière entre ce qui peut être décrit et ce qui ne peut pas l'être, un point où les lois cessent d'être continues, où l'espace ne sait plus comment se mesurer. Enfin, le violet, ce serait donc la matérialisation de cette rupture, une sorte de singularité. Ce n'est donc pas vraiment une attaque, mais plutôt la création d'une discontinuité dans la réalité, comme si en l'utilisant, Gojo te rendait mathématiquement invalide. Tu n'es plus une variable possible dans son système d'équations, donc tu disparais. Et c'est sur cet échec d'explication que je conclurai que de toute façon, comme on l'a dit, quand on sait ce que représente l'infini physiquement, y a quelque chose de presque beau et juste à ne pouvoir que tenter de le comprendre mathématiquement, le pouvoir de l'infini de Gojo. Sur ce, je vous laisse aller consulter le site d'Oli avec mon code promo si l'offre vous intéresse. Si vous avez jamais testé Oli, c'est peut-être l'occasion. On se dit à bientôt sur YouTube, c'était Gotabor, out.